Salut à tous, MotorsTV.com vous accueille une nouvelle fois pour un nouveau numéro du débriefing F1 consacré cette fois-ci au troisième Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Chine, en compagnie bien évidemment de Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. La victoire de Fernando Alonso, j'ai l'impression qu'elle a fait plaisir à beaucoup de monde. On va bien évidemment en parler. À toi Déjà aussi lui, oui, à et à moi toi aussi. Bon, c'est déjà ça. Raikkonen deuxième, Hamilton troisième. Là aussi, j'ai l'impression que tout le monde est content. Et peut-être même qu'on est content que Vettel ne soit que quatrième. Parce moi que aussi. Ouais, tiens, Moi bon, aussi. ça va être ma première question, Jean-Luc. Avant de peut-être détailler ces résultats bruts, il y a eu, je dirais, tout un contexte un peu spécifique pour ce Grand Prix. Et on va commencer par ce qui s'était passé en Malaisie, cette histoire évidemment entre Vettel et Webber qui a bien défrayé la chronique. Et je voudrais savoir ce que tu en penses de Vettel, qui est arrivé jeudi et qui dans le paddock manifestement a dit clairement je le referai peut-être, Webber ne m'a pas aidé, c'est moi qui ai été allé chercher ma victoire, je l'ai fait sciemment. Enfin bon, une attitude qui a quand même un peu surpris. Qu'est-ce que tu en penses? Alors écoute, moi j'ai trouvé ça lamentable pour deux raisons. La première, c'est qu'alors il ne pensait donc absolument pas ce qu'il a dit à chaud après, lorsqu'il s'est rendu compte de l'ampleur de la bourde et du fait de ne pas avoir respecté effectivement cette consigne et cet accord tacite ou cet accord réel au sein de l'équipe. Donc quelque part, quand il s'est repenti, et nous l'avons dit ici même il y a une semaine, lorsqu'il s'est battu la coulpe, enfin il y a 3 semaines, il s'est battu la coulpe en disant c'est ma faute, c'est ma très grande faute, il mentait. De deux choses l'une. Ou il mentait à ce moment-là, ou il ment maintenant. Alors, est-ce qu'il a des conseillers en communication? Une nouvelle fois, ça c'est la lèpre de la Formule 1, je pèse mes mots. Il y en a marre maintenant de ces gens-là qui prennent les pilotes comme des marionnettes et qui leur guident ce qu'il faudrait dire parce qu'eux, ils sentent que... Enfin, ça se fait en politique, ça se fait dans tous les domaines, mais ça pour moi, c'est la lèpre de la communication. On prend les choses à l'envers. Donc, j'ai été déçu par l'attitude de Vettel. Tout le monde le sait ici, on le dit depuis des années, que j'apprécie grandement en tant que pilote. Je vais commencer, et même je fais la scission entre l'homme et le champion. Le champion qui est éminemment respectable, l'homme, il commence à me déplaire franchement. Voilà, je vais le dire très nettement. Donc ça, c'est le premier point. Donc j'ai pas apprécié ce revirement à 180 degrés de son attitude. J'ai trouvé ça malhonnête. Donc de deux choses une, ou il ment maintenant ou il mentait avant. Mais en tout cas, il y a un problème. C'est un problème en politique. Non, j'ai pas l'impression qu'il mente maintenant, en fait. Oui, donc, je pense qu'il mentait plutôt il y a 3 semaines. Il mentait plutôt il y a 3 semaines, donc il était totalement hypocrite. Allez, je me lance, tant pis, ça va déplaire à certains, la manière d'un Schumacher à certaines époques. Quand il fait une énorme connerie, quand il fait une agression colossale en course, et qu'après, il se repentit, mais... Et le résultat, il est là. Donc ça, je trouve ça lamentable. Je sais bien qu'un pilote est un pilote. Je ne suis pas un enfant de cœur. J'en connais plein personnellement. Mais encore une fois, c'est un problème de communication. Où on dit les choses, où on ne les dit pas. À une certaine époque, ça se passait totalement différemment. Donc voilà pour revenir là-dessus. Donc le contexte était évidemment sous haute tension. Alors je pense que maintenant, tu vas vouloir aborder, bien sûr, la question sportive ou présumée-elle. Alors, je voudrais en fait reposer évidemment une question sur peut-être le week-end Red Bull et ce qui est arrivé à Webber, qui les collectionne, hélas pour lui. Malgré tout, je voudrais te reposer une autre question sur ce côté un peu extra course. C'est les pneus. Là, Jean-Luc, tu n'échapperas pas à la question parce que ce qu'on a vu ce week-end, ça nous a quand même tous un petit peu étonnés. Bon, déjà, il y a eu une séance qualif, tu me confirmes? Très courte, oui. 2 petites minutes pour un certain nombre de gens. Oui. Donc, voilà, alors les pilotes qui ne roulent plus, même Vettel le premier, tout champion du monde qu'il est quand même. Et puis, alors, une dégradation, on a l'impression que ça y est, les pneus ne peuvent plus tenir que 5 tours. On a l'impression que les pilotes ne savent plus comment faire, ils sont eux-mêmes critiques. Alors toi, en tant que commentateur et observateur privilégié, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, lamentable. Là aussi, la Formule 1, non seulement ne gagne rien, mais peut tout perdre à ce genre de combinaison. Là aussi, on a poussé le raisonnement à l'extrême et on l'a dit depuis le début de la saison et on l'a dit à l'intersaison. Quelque part, on a demandé à Pirelli et Pirelli a accepté ou a voulu avoir des pneumatiques justement extrêmement différenciées. On a trop dit l'an dernier, c'est vrai, qu'entre les pneumatiques les plus tendres, les fameux options, quelle que soit l'option, et les primes, c'est-à-dire ceux qu'on considère comme les plus durs, il n'y avait pas assez de différence de performance et pas assez de différence d'exploitation. Ok, mais de là à aller aussi loin qu'ils ont été, c'est-à-dire à retrouver presque véritablement sur un circuit comme la Chine, il faut préciser que c'est une question également d'abrasion et d'abrasivité et de texture de la piste. Là, en tout cas, les pneus, c'était un mauvais choix, puisque les pneus les plus tendres, donc qui étaient les pneus à flanc jaune, les tendres normaux, pas les super tendres, les tendres, se dégradaient en, on l'a vu, 5-6 tours maximum, pour certains avant même la fin du premier tour. On n'avait plus de, notamment à l'avant gauche, qui est le pneu le plus sollicité. Donc là, on a été trop loin, donc ça c'est le premier point. Pirelli ne veut pas l'admettre, mais là Pirelli, à mon avis, est en train de se faire une contre-publicité colossale à l'échelle planétaire, donc il va falloir remettre les choses dans l'ordre, et certains pilotes et certains teams demandent à ce qu'on réutilise les pneumatiques de l'an dernier, carrément. Donc ça c'est le premier point. Donc maintenant, on en arrive à ce paradoxe total, qui est que depuis le début du week-end, il y a 11 trains de pneumatiques par pilote, et bien on commence à gérer, même si on sait qu'on en rend 3 après, enfin c'est très compliqué, nous-mêmes on n'y comprend plus rien, puis je vais dire un truc, on n'en a plus rien à foutre. Il y a un moment, ça devient tellement complexe
complexe, que bon, là c'est une affaire de spécialistes. Donc ça veut dire que c'est entièrement géré par les stratèges et les ingénieurs. Et le pilote, et on en vient à ça, il est télécommandé. On lui dit, mon pépère, tu sors, tu fais 2 tours à telle vitesse, bon d'accord. Donc il programme, donc il mène la voiture, tu t'arrêtes, ok. Là on regarde les températures, les machins, l'exploitation, on change 2-3 trucs, il repart. Alors je ne vais pas réduire son rôle, mais plus ça va, plus j'ai le sentiment, et ça n'est pas faire offense évidemment aux vainqueurs d'aujourd'hui ou d'hier et aux 3 pilotes sur le podium, que le pilote est télécommandé, il n'est plus responsable de son destin et les pneus en sont grandement responsables. Et ça, c'est une situation extrêmement préjudiciable à la Formule 1 et au sport. Moi, c'est le sport qui m'intéresse. Oui, parce que bon, il y a un ambassadeur du côté de chez Pirelli, c'est Jean Alési, qu'on aime bien, qu'on salue même s'il nous regarde. Bon, on l'aime bien, évidemment, Jean. on n'a pas dit des choses négatives sur Pirelli. Il est dit payé pour dire des choses positives, il ne va pas dire des choses négatives. Il dit que c'est un compromis et que de toute façon, gérer ses pneus, ça a toujours fait partie de l'histoire de la Formule 1. Non, mais non. Alors, J'en ai beaucoup j'en ai beaucoup parlé avec Patrick Tambay, évidemment, et Jean l'a connu lui-même, enfin, avec toutes ces saisons de Formule 1. Objectivement, un pilote, là aussi, il faut savoir quelle casquette on a. Et Jean, et c'est pas un outrage ni un reproche, il a une casquette de communicant Pirelli, il ne va pas dire du mal de Pirelli. Donc, un pilote, j'allais dire un vrai pilote, dans son boulot de pilote, ben, il ne peut que râler. D'ailleurs, il y a eu un critère et un symptôme évocateur à la fin du Grand Prix. Aucun des 3 n'avait le sourire, même le vainqueur. C'est-à-dire que moi, j'ai rarement vu ça sur un podium, hormis, malheureusement, on les accumule, en Malaisie, pour les questions que l'on connaît entre les 2 Red Bull, mais là, c'était 3 pilotes d'équipes différentes, qui avaient des raisons différentes de se réjouir ou de s'attrister, mais malheureusement, c'était des pilotes qui avaient bien fait le job, j'allais dire. Voilà, c'est l'expression. Ouais, mais ça ne fait pas grimper au rideau. Ça ne fait pas grimper au rideau les pilotes, ni les écuries, ni les journalistes, ni le public. Attention. Bon, attends, alors Weber, on va terminer par Red Bull. Alors Weber, la qualif où il ne va pas au bout, il tombe même en panne d'essence. Enfin, non, c'est un autre problème. Oui, non, il n'y a pas assez de carburant dans la voiture, donc on lui fait une Vettel de l'an dernier, c'est-à-dire on l'arrête à un moment parce qu'on a conscience qu'il n'y aura pas assez de carburant pour les prélèvements, donc on l'arrête sur la piste, donc c'est lamentable. Enfin, on est en train de le casser, Weber. Au cas où quelqu'un n'aurait pas compris, on est en train de le casser. Il n'y a quand même pas conspiration. J'en sais rien, mais enfin, ça tombe toujours sur lui. C'est un hasard. Non, parce que tu as dit que c'était tombé sur Vettel à Abu Dhabi. Oui. Bon, ok. Mais là, je trouve que c'est beaucoup pour Weber en un week-end. Voilà, je trouve que c'est beaucoup pour Weber en un week-end, entre effectivement cette panne inopportune. Après, alors, il s'accroche avec Vergne. Alors là, en revanche. Clairement, d'ailleurs, il prend des places de pénalité. Pour moi, c'est de la faute de Weber. Ben oui, mais il est dans un trip, si tu veux, il part des stands avec une stratégie totalement décalée. Il a bien joué. Là, c'était pas mal joué. C'était super bien joué parce que ça lui permettait d'avoir une piste dégagée tout le temps, d'avoir le bon train de pneus puisqu'il était derrière autant qu'il a une piste dégagée. Et d'ailleurs, il est remonté comme une balle. Ça, c'est du super boulot. Puis là, il s'est un peu. Faut pas confondre. Il part de trop loin. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Moi, je l'ai dit tout de suite en direct sur RMC. Pour moi, c'est une erreur majoritairement de Weber. C'est confirmé. C'est une erreur de Weber. Enfin, de là à lui souhaiter qu'après, il y a une roue qui s'en aille, non, pas non plus. Là, non, mais moi, je lui souhaite rien. Je dis simplement que là, ça commence à faire beaucoup et je pense que là, Weber, c'est un garçon solide, expérimenté, le plus expérimenté de la Formule 1, mais je crois qu'il doit commencer à en avoir ras-le-bol. Voilà. Alonso a donc gagné. Alors, c'est vrai que ça ressemble à une sorte de remise au point après ce qui s'était passé en Malaisie. Donc là, c'était peut-être important pour Alonso de gagner, mais il a bien joué le coup. Et là, on n'y a rien à dire. Super boulot. Écoute, de toute façon, on connaît la capacité d'Alonso à exploiter le matériel dont il dispose. On connaît sa hargne, son opiniâtreté, son immense talent. En course, c'est une teigne, dans le bon sens du terme. Il l'a démontré. Bon, là, il part sur la 2e ligne. Il termine vainqueur. C'est super. Moi, je ne peux que me réjouir. Il n'a pas gagné depuis le Grand Prix d'Allemagne. Donc, on sait que le titre lui file sous le nez depuis au moins 2 saisons. Évidemment, tout le monde rêve de le voir sacré en rouge. Maintenant, c'est pas encore joué. Parce qu'il y a encore du boulot. Mais là, il a bien fait le boulot, voilà, et c'est la raison, c'est peut-être pas sa plus belle victoire, je vais oser le dire quand même. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais alors, il y a eu des destins contrastés pour toutes les équipes. Vettel est quand même dans les points, mais Weber, on a parlé de tous ses malheurs. Raikkonen est 2, Grosjean, assez loin 9e, on va en parler. Hamilton est sur le podium, Rosberg, il abandonne. Et puis Massa, pour parler de Ferrari, Massa, mais qui a été lui un peu déçu. Il s'attendait à mieux. Il peut être déçu parce que là, du coup, il termine à 40 secondes de son équipier. Massa, il n'a pas toujours été dans le bon wagon, bien qu'il ait pris un excellent départ. On l'a bien vu, un départ formidable d'ailleurs. Les 2 Ferrari vraiment qui se retrouvent derrière le leader Hamilton. C'était une très très belle image. Avant l'effondrement des pneumatiques, évidemment, mais là on s'y attendait. Et puis après, ça a été diversement géré. Après, tu te retrouves devant ou derrière quelqu'un que tu ne peux pas attaquer parce que quand tu demandes, et on l'a bien compris, c'était
la question du week-end de pilote à ingénieur. J'ai machin devant moi, est-ce que je peux l'attaquer? Non, non, Toto, tu restes derrière, tu suis ton ordre de marche. Ok. L'inverse, le type devant qui lui voit un autre monter, il dit j'ai bidule derrière, qu'est-ce que je fais? Bah écoute, tu suis ton ordre de marche, tu bouges pas, laisse-le passer. Ok. Ouais. Bon, bah voilà. Ben Massa, il n'a pas été au bon endroit, au bon moment, et puis un petit peu moins de talent qu'Alonso, c'est pas lui faire outrage que de le dire. Ouais. Voilà. Raikkonen deuxième et qui se replace très très bien au championnat du monde. Alors il y a cet accrochage avec Pérez. Toi, comment tu l'as interprété? Ah bah pour moi, alors là aussi, hein, c'est toujours difficile. Bon, c'est comme un accrochage en course ou un accident de la circulation, c'est partagé, mais je pense qu'il y a plus de tort quand même pour Raikkonen parce qu'il était précipité, il est sorti trop vite de cette grande courbe à droite derrière Pérez. Pérez défend sa position, mais il attendait quand même pas qu'il lui déroule le tapis rouge, hein. Ou alors c'est plus de la course automobile, donc c'est normal. Pérez se met à l'endroit où ça embête le plus Raikkonen, où ça lui casse la vitesse, et Raikkonen est optimiste. Bon bah voilà, d'ailleurs il n'a pas trop râlé, hein, Raikko, parce qu'il est honnête jusqu'au bout. Bon bah c'est une erreur de sa part. Il la paye pas cher. Hein, non, parce que dis donc, après, malgré des dommages apparents, ça se passe bien. Bah, ça veut dire que c'est un sacré pilote, là aussi, une nouvelle fois, parce qu'il minimise les conséquences de la dégradation de sa tenue de route. On ne peut pas imaginer que sa Lotus Renault soit aussi performante. Non, c'est un très grand pilote, Raikko, c'est une évidence. Tiens, je me mets un petit peu à la place de Rosberg. 3 semaines après le négatif Nico, qui lui a quand même fait mal. 1 an après sa victoire en Chine, où il arrivait quand même donc en tant que tenant du titre. Il abandonne et son coéquipier termine sur le podium, avait fait la pole. Bon, une hiérarchie semble se dessiner chez Mercedes. Est-ce qu'on est en voie de Weberisation? Non, mais je suis cru, mais là aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de la langue de bois. Est-ce que malheureusement, Rosberg est en train de se rendre compte que quand on invite, j'allais dire dans l'équipe, enfin on sollicite un pilote du calibre d'Hamilton, qui est incontestablement un des 3 plus rapides du plateau, ce qui n'est pas forcément le cas de Nico, sans lui faire outrage, tant sur un tour que sur une course, quelqu'un qui a été champion du monde, etc. Et bah oui, malheureusement, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, peut-être qu'à un moment, effectivement, il y a des choix induits, il y a ce que tu veux, puis après, Mercedes a besoin de ses victoires, a besoin de ce titre de champion du monde, et on doit penser au plus haut niveau chez Mercedes que c'est plutôt Hamilton qui va l'apporter que Nico Rosberg. Ouais. Alors on suit toujours, bien évidemment, très particulièrement nos pilotes français, mais quand un coéquipier d'un pilote français se débrouille très bien, on va le dire. Ouais. Jean-Éric Vergne avait très bien commencé la saison, mais là, ce qu'a fait Daniel Ricciardo sur ce week-end, chapeau quand même. Hein. C'est absolument superbe. C'est-à-dire que là, le boulot est fait. Hein. 7e en qualif. Je vais quand même continuer à les appeler les qualifs, tu m'excuseras. Non, mais et 7e en course, et ça, c'est encore plus probant. Même au sein de l'équipe, d'ailleurs, on se demandait si on allait être capable de le maintenir à cette position. On l'a fait. Donc, excellent boulot. Là aussi, comme tu dis, on adore Jean-Éric, mais là, c'est évident que Ricciardo, attention, hein, parce que là, il a pris le pas en vélocité en qualif. Il a pris le pas en course également, même si à un moment, Jean-Éric était bien revenu. On l'a vu au niveau de Romain Grosjean. Là, c'est vrai que là, il va falloir redresser la barre très très vite du côté de Jeff. Ouais. Chez Force India, bravo aussi à Di Resta, qui termine dans les points et devant Sutil, même si Sutil n'a pas été aidé par Esteban Gutiérrez, qui a un petit peu oublié effectivement de freiner. Oui. Puis alors il y a une petite explication en début de course, on n'a pas vu le détail, entre les deux pilotes Force India. Il y a eu un vrai coup de volant là. Donc bon. Un peu moyen, je pense que là aussi, les enjeux sont tellement importants que l'ambiance est en train de se tendre. Et là aussi, Sutil de retour, on le sait bien, au bercail, après une année. Di Resta s'y voyait bien, on va la dire comme ça. Et il s'y voit pas forcément, parce que je ne vais pas traiter de Sutil de vieux, mais enfin, l'ancien de l'équipe, en tout cas, est en train de démontrer qu'il a encore de beaux restes, et voire de très très beaux restes. Ouais. Romain Grosjean 9e. Bon, c'est vrai que le contraste, un petit peu comme en Australie, difficile peut-être pour Romain, alors que Raikkonen est sur le podium. Oui, après l'arrivée, il était d'ailleurs plus déçu que content. D'accord, il prend encore des points, il est encore dans les points, mais malgré tout, il ne comprend pas sa voiture. Il a des problèmes toute la journée du vendredi, il galère. Il faut dire qu'il essaye toutes les nouvelles pièces. Et je suis désolé, je l'ai dit ici, sans aucune provocation, mais depuis longtemps, Romain est le 2e pilote de l'équipe Lotus Renault, même si personne ne veut, là aussi, encore la fameuse com, tu sais, ne veut le dire et le reconnaître. C'est comme ça que ça se passe. Quand on a Raikkonen et qu'on a compris que Raikkonen était encore un potentiel champion du monde et en tout cas un vainqueur de Grand Prix, et bien naturellement, on fait en sorte que Raikkonen soit le mieux possible. Et il faut bien un pilote pour essayer les nouveautés. Et ce pilote, c'est Romain. Donc il galère le vendredi, il ne peut pas travailler comme il faut. Il commence à travailler bien, mais sur une petite heure le samedi pour la 3e séance d'essai libre. Et après, il fait les qualifs comme il peut. Donc il est moins bien. Et donc après, le reste suit. Donc c'est logique, et c'est logique qu'il soit déçu, parce que l'an dernier, il avait des ambitions qui étaient plus élevées, c'est une évidence. Et puis dernière petite chose, notre bataille à 4, oui. d'accord, oui, la bande des 4. Et là, j'ai
l'impression qu'on a quand même un ordre plutôt logique, c'est-à-dire les deux Français devant, Bianchi devant Pic, parce que la Russie a maintenant devant Caterham, et puis derrière, c'est Chilton devant Van der Garde. En fait, on reprend les mêmes, les coéquipiers. Bah écoute, j'en viens à me dire que Bianchi n'est pas un rookie, c'est-à-dire c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, c'est-à-dire que il a roulé à 8 reprises de mémoire l'an dernier, le vendredi matin, donc c'est un type qui est, encore une fois, dans la maturité, même là, il était mal parti, à un moment, Pic était devant lui, etc. Puis il revient, il est solide en course, il est solide dans les développements techniques, dans les remontées d'infos, il est incontestablement, c'est largement le leader de cette bande des quatre dont nous parlions. Il mériterait beaucoup mieux, il mériterait évidemment une meilleure monoplace, et là aussi, c'est pas lui donner des regrets, et lui, il doit quand même y penser de temps en temps. Quand il voit Di Resta 8e, moi je te dis que si Di Resta fait ça, Jules, il peut faire encore mieux, je pèse mes mots. Jules, dans la situation dans laquelle il est, avec le talent qu'il a, il pourrait terminer régulièrement dans les points. Bon, on va dire que pour le moment, c'est le purgatoire, il a un pain noir à manger, ça va durer un certain temps, mais on n'est pas à l'abri, écoute bien ce que je vais te dire, moi je le sens, de changements en Formule 1, y compris au niveau des équipes. Parce que je pense que là, ce qui est en train de se passer, tant au niveau de la réglementation que... Alors, des solutions, tu ne m'as pas posé la question, mais je vais en donner deux pistes pour essayer d'éviter cette mascarade de qualif et quelquefois, c'est d'attribuer un point pour la pole position. Déjà, ça fera un point et au championnat du monde, quand on distribue une vingtaine, enfin 19 en l'occurrence, je peux dire ça change un peu le débat. Ça fait l'équivalent d'une deuxième place et même un peu mieux. Premier point. Deuxième point également, peut-être un point pour le meilleur tour en course. Alors, on a vu que c'était Vettel, puisqu'évidemment, avec une voiture très légère à 5 tours de l'arrivée, mais les pneus tendres, il va battre le record dur. Mais bon, c'est un enjeu. Ça veut dire que chaque pilote dans sa tête, au lieu de convoyer, pardonne-moi l'expression, sagement sa monoplace, il peut se dire, tiens, si je me bats un peu et que je me défonce à un bon moment, je peux décrocher le point du meilleur tour en course. Et comme par hasard, ça se fait en IndyCar depuis extrêmement longtemps. Je suis désolé, mais... Ça se faisait même en F1 à une époque, au début de la F1, je suis sûr qu'il y avait un point pour le tour du meilleur. Donc voilà, moi c'est deux pistes, alors il n'y a pas que celle-là, c'est évident qu'il faut que Pirelli revoie sa copie très rapidement au niveau des pneumatiques qui sont gonflés, puisqu'on a les mêmes pour tout le monde à chacune des équipes. Bon, je crois que ça sera l'enjeu et le débat de la semaine et que c'est pas fini. C'est pas fini. On va en parler pendant encore longtemps. Et on a Bahreïn dès la semaine prochaine, donc, dès cette semaine. Voilà, le prochain Grand Prix. Et on enchaîne, c'est le Grand Prix de Bahreïn. Bon, et bien voilà, merci Jean-Luc pour tes avis bien tranchés, mais c'est ce qu'on voulait. On n'a pas la langue de bois ici, c'est ce qu'on veut. Merci à vous, motorcg.com. Donc, le débriefing est fin après chaque Grand Prix. Salut à tous. Salut.